vérité des sports. Et si le football venait à développer l'Afrique tout entière, des milliards à gagner au terme de 90 minutes de jeu, c'est le boom économique du football africain qui s'annonce. Africa Super League entraîne et amène le continent à rouler au super des milliards pour des clubs structurés, plus d'une 500aine de millions pour les fédérations. Logique, la Confédération africaine a trouvé là la solution, certainement, de l'exode des jeunes Africains. Un nouveau ballon pour tout jeune Africain, une nouvelle compétition pour le continent, un nouveau soleil se lève sur l'Afrique, à Kwaba, Africa Super League, la compétition qui pèse des milliards. C'était notre vérité du jour. Et on s'occupe des opérations techniques, d'emblée s'occupe lui de la partie réalisation. Mon très cher Bané, bonsoir. Bonsoir Raching Sakwasi. Noël Yapo, bonsoir. Bonsoir Rach. La nouvelle compétition Africa Super League, c'est notre plat de résistance, mais avec cet argent qui pourrait permettre aux jeunes de rester sur le continent. Un monsieur comme Oriolo Laurentis, le président de Naples, ne fera plus son numéro de Rachis. C'est lui qui dit ne pas vouloir s'intéresser désormais aux footballeurs africains parce que, bon, une fois récupéré, une fois recruté, il ne résiste pas à l'appel de la CAN. Et ce monsieur dit comme ça, je n'en veux plus, ne me parlez plus de footballeurs africains, je n'en prendrai plus. Tant que la Coupe d'Afrique des Nations sera organisée au milieu de la saison, sauf s'il renonce à la disputer. Comment qualifiez-vous un tel comportement? C'est du racisme déguisé ou qu'est-ce qu'il veut au juste Laurentis, à commencer par Noël Yapo? Ben oui, Rach, je crois qu'il n'y a pas de façon, je pense par respect certainement pour le football. On ne va pas dire que c'est peut-être du racisme, mais ça ressemble fortement à du racisme. C'est un manque de respect pour le football africain que de raisonner comme ça. Ce monsieur-là, je crois même qu'il n'est pas à son premier set. Il a déjà eu mal à partir même avec les joueurs de son propre club. Et je dis que c'est un véritable manque de respect pour toute l'Afrique. Et je crois que le football africain doit pouvoir réagir. La Confédération africaine a déjà réagi. Mais elle doit réagir un peu plus fort parce que quand même c'est 54 pays, la Confédération africaine. Ça pèse lourd dans l'élection du président de la FIFA. Et on ne peut pas accepter ce genre de propos-là. Il faut également que les anciens, ceux qui ne sont plus, les anciens footballeurs qui ne sont plus en activité puissent réagir. Certainement que ceux qui sont en activité pensent aux éventuels contrats, mais ils ne réagissent pas. Mais il faut que ce soit une réaction collective de toute l'Afrique parce qu'on ne peut pas accepter cela. C'est même pas une affaire de l'Afrique, mais c'est une affaire de tous les grands footballeurs. Parce que vous regardez, quand il y a un Africain, un Noir qui est tué aux États-Unis, quand les joueurs doivent jouer, ils mettent un genou à terre. Mais là, c'est un fait grave pour lequel les joueurs africains doivent pouvoir se mobiliser pour lutter contre de tels propos, parce que j'estime que c'est un manque de respect. Parce qu'après les footballeurs africains, il y a les Brésiliens, il y a les footballeurs des autres pays qui viennent aussi en Europe, qui ont également leur compétition dans leurs différents continents. Comment va-t-il se comporter? On ne sait pas, mais je crois que cet Italien-là, il faut que toute l'Afrique et tout le monde entier, tout le monde du football le mette à sa place pour qu'ils comprennent que le football, ce n'est pas ce qu'ils pensent. Mais aujourd'hui, l'introduction que tu as engagée me satisfait parce qu'effectivement, avec la Super League, je crois que le football africain va avoir de l'argent et pouvoir commencer par regarder droit dans les yeux de tous ceux qui posent ce genre de problème-là. Ne me parle plus de footballeurs africains. Ce monsieur, quoique hors jeu, insiste à vouloir contrôler le ballon. Que veut-il au juste? Oui, je pense que la Confédération africaine de football a déjà instruit l'UEFA de prendre des dispositions pour analyser les propos du président de Naples et éventuellement de le condamner parce que l'article 14 et même l'article 3 de l'UEFA condamnent de tels propos qui sentent l'intimidation, qui sentent, disons, le racisme blanc. Et il ne faut pas se voiler la face. Une seule personne ne peut pas décider à la place d'une confédération africaine de football. J'avoue que l'Afrique, dans son entièreté, fait 54 fédérations nationales de football. Et l'Afrique fait 30 millions de kilomètres carrés.
l'Afrique est 10 fois plus grande que le continent européen qui n'en fait seulement que 10 millions. L'Italie, j'avoue que ce n'est pas aussi un grand pays, malgré le fait qu'on les classe parmi les pays développés. Mais l'Italie et surtout la ville de Naples, nous savons comment à Naples ils se font l'argent. Disons, tout ce qui est interdit est, disons, licite à Naples. Et donc, on ne peut pas se baser là-dessus. Lui-même, les Africains ne cherchent même pas à jouer à Naples. Ça, c'est d'un. Et il veut faire de l'intimidation. Il veut imposer, lui, sa loi en tant que président de Naples à la Confédération africaine de football. On ne peut pas pour lui, M. Aurelio de Laurentiis, demander à une institution comme la CAF de changer, disons, la programmation, la date de programmation de sa compétition phare qui est, comment dirais-je déjà, qui est la Coupe d'Afrique des Nations. À son gré, à son bon vouloir, je pense que c'est une insulte pour l'Afrique et la Confédération africaine de football a bien fait, depuis le dimanche déjà, d'interpeller l'UEFA afin que M. Laurentiis puisse être poursuivi et puisse retirer ses paroles qui, pour moi, c'est un ballon d'essai. C'est-à-dire, si on ne dit rien, si rien n'est fait, d'autres présidents vont sortir de l'anonymat et exiger que la CAN se tienne à une date qui puisse les arranger. C'est-à-dire, quel est leur problème? Est-ce que M. Laurentiis peut demander à la Confédération, à la CONCACAF de dire déplacer votre compétition à... Attends, c'est qui M. Laurentiis? Honnêtement, pour un continent africain, je dis, il faut faire très très attention. Noël, honnêtement, est-il obligé de composer avec les joueurs africains si tel est que les Italiens seuls peuvent jouer leur championnat? Mais leur problème, c'est vrai qu'il n'est pas véritablement obligé de composer avec les joueurs africains. D'ailleurs, Kalidou Koulibaly est parti de là-bas. Mais je veux dire, leur problème, c'est qu'ils ont véritablement besoin des joueurs africains dans ce football, parce que c'est les joueurs africains qui produisent énormément de spectacles. Ils en ont besoin. Et là, il a trouvé un continent où ils peuvent se servir comme ils veulent. Et comme Badé le disait, ce n'est pas évident qu'ils puissent parler comme ça à la CONCACAF. Mais jusqu'à maintenant, il a trouvé une confédération africaine où il pouvait marcher sur tout le monde. Je me rappelle que c'est l'entêtement de Issa Hayatou qui a fait qu'à l'époque, la FIFA s'est liée contre Issa Hayatou. Parce que chaque fois qu'on a un président qui monte au créneau pour défendre les intérêts des Africains, la FIFA s'érige automatiquement. Mais là, aujourd'hui, on est face à une situation où ce monsieur, il n'est pas obligé de conjuguer avec les footballeurs africains, mais il se rend compte que l'Afrique a de très gros talents. S'il ne conjugue pas avec les footballeurs africains, les autres clubs certainement conjugueront avec les footballeurs africains. Et quand on conjugue avec les footballeurs africains, c'est les résultats qui arrivent. Mais au-delà de tout ça, je dis, quand certainement que Laurentiis a eu le courage de dire ce que certainement pas mal de présidents de clubs européens pensent, il a eu le courage sur lui de le dire parce qu'il y a beaucoup de pression sur la Confédération africaine de football pour ramener notre compétition au mois de juin. On a essayé avec la Côte d'Ivoire. On se rend compte qu'aujourd'hui, ça ne peut pas passer avec notre climat. On revient là où ils n'en veulent pas. Et c'est toutes ces pressions-là qui font qu'aujourd'hui, ce monsieur est obligé de sortir de ses gonds, de parler comme ça. Mais, je dis, le salut viendra de l'Afrique. Il faut que l'Afrique travaille. Il faut que l'Afrique travaille à se faire respecter. Et je salue l'idée de la Super League qui arrive parce que ça va pouvoir donner de l'argent aux clubs pour pouvoir maintenir certainement leurs joueurs. Peut-être pas autant qu'en Europe, mais il faut que l'Afrique travaille pour pouvoir se faire respecter. Aujourd'hui, au niveau politique, les Africains réussissent à regarder dans les yeux que les Européens ont parlé. Il faut qu'au niveau du football, on arrive à ce niveau-là pour que ce genre de situation s'arrête. Gianni Infantino est président de la FIFA, il est tout le temps en train de courtiser l'Afrique. Mais il faut que ce genre de situation-là s'arrête pour qu'on puisse respecter le football africain. Oui, avant de solliciter Bandé, vous qui êtes juriste, est-ce que la Confédération n'a-t-elle pas l'occasion de frapper très fort au lieu de rester dans le cadre de l'interpellation? Pourquoi ne pas porter plainte contre M. Laurentiis? Oui, je pense qu'effectivement, la Confédération africaine de football devrait porter plainte parce qu'il y a un tribunal qui est là, les propos sont très graves. Et je crois qu'on doit pouvoir porter plainte. Mais vous savez, le football est tellement politisé, il y a tellement d'intérêts en dessous. Mais je crois que là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la Confédération qui réagit. Mais il faut regarder. Jusque-là, j'ai vu effectivement la réaction du président Senghor du Sénégal, qui a en même temps vice-président de la Confédération africaine de football, qui a réagi. Mais les 54 pays
bon, je ne sais pas, peut-être c'est moi qui ne suis pas, mais les réactions sont mitigées, sont timides. Or, ça ne doit pas être timide. Je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a un noir qui est tué aux États-Unis, tout le monde fait le bras-le-bas, on met les genoux à terre avant de commencer le match. On tient de tels propos. Logiquement, tous les joueurs africains doivent pouvoir se mobiliser et avoir une attitude face à tout ce football européen-là. On doit pouvoir porter plainte. Et la Confédération a choisi peut-être l'article 14. L'article 14 parle du racisme, parle de certaines choses, mais on peut aller plus loin parce que le racisme, là, il est confirmé, les propos ont été dits. Il faut pouvoir porter plainte contre ce monsieur-là. Il faut faire quelque chose, comme on l'a fait pour Gana Gueye, qui a été, quoi qu'on dise, soutenu et par le président de la République sénégalaise et par des ténors de notre football africain. De temps en temps, il faudrait se lever pour dire, écoutez, trop c'est trop. Et puis, bon, ce n'est pas un club italien qui devrait nous donner la leçon du football sur le grand continent africain, quand même. Et je pense que, vous l'avez si bien dit, l'ensemble, ou bien chacune des 54 fédérations nationales au niveau du continent africain doit se prononcer, nonobstant le fait que la CAF ait exhorté l'UEFA à ouvrir une enquête contre monsieur le président de Naples. Et par exemple, quand vous prenez le cas de Idrissa Gana Gueye du Paris Saint-Germain, le président Macky Sall est monté au créneau. Ouais. Et donc, pour de tels cas de déviation de la part de certains présidents qui pensent que l'Afrique est leur chasse gardée, il faut monter au créneau pour les ramener, alors leur dire que nous ne sommes plus dans les années 1900, au moment de la colonisation, où ils pouvaient tout se permettre. Maintenant, c'est fini. Nous allons, disons, sur un même à égalité. Il faut maintenant respecter le continent africain et surtout les Africains dans leur entièreté. Et je pense que chacune des fédérations doit prendre un communiqué pour, disons, condamner les propos à la limite racistes de cet Italien, afin que plus jamais cela ne se répète et qu'on n'en arrive pas à ce point-là. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Vérité des sports. Pour ne pas tomber dans le jeu d'un tel Italien raciste, il faut doter des moyens, le football africain de moyens colossaux. On nous parle désormais des milliards et des milliards gagnés après seulement 90 minutes de jeu passé sur le terrain du rectangle vert de football. On ouvre le débat pour mieux comprendre ce nouveau vent qui souffle sur le continent africain. Lors de la 44e Assemblée générale de la Confédération africaine de football tenue ce mercredi, le président de la Confédération a lancé officiellement le nouveau bébé, j'allais dire, de la fêtière continentale Africa Super League des clubs. La compétition devra débuter en 2023. Cette trouvaille, selon le président de la CAF, convaincu de la chose, changerait le visage et la compétitivité du football africain. Annoncé le 3 juillet dernier, Africa Super League est désormais une réalité, une affaire de gros sous, une mallette pesant près de 60 milliards de nos francs. Le vainqueur recevra plus de 6 milliards 600 millions de francs CFA. Ça donne des vertiges. Au sortir de cette compétition qui réunira 24 clubs, la Confédération africaine entend verser à chacune des associations membres près de 600 millions de francs CFA par an à partir des fonds de la CAF. Autre révélation, près de 30 milliards seront consacrés à développer le football féminin. Messieurs, l'Africa Super League renaît vraiment avec un continent qui renaît de ses cendres, ou encore une affaire d'emprunt auprès de quelques bailleurs de fonds certainement. Messieurs, d'où vient cette manne d'argent qui crée le séisme sur le continent Bané? Oui, cette manne d'argent, il ne faut pas se voiler la face, provient des sponsors et surtout de certains mécènes qui voudraient dans une certaine mesure faire de telle sorte qu'il n'y ait plus cette immigration, disons, sauvage vers l'Europe. Et donc, il faut freiner cette immigration des jeunes, et surtout des jeunes athlètes, et en particulier les footballeurs qui cherchent tous à partir, vaille que vaille, vers le continent européen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut engager des compétitions au niveau africain qui puissent
disons, maintenir ces jeunes-là. Et je crois que cette Super League africaine est la bienvenue quant à savoir la manne financière que va gagner les différents participants. Il faut que cela soit bien partagé. Et comme souvent on le dit, il ne faut pas qu'on puisse empocher cet argent pour le club qui gagne le trophée et payer en monnaie de singe les acteurs, les principaux acteurs. C'est maintenant que les présidents de fédération vont faire la prison. Parce que s'ils s'amusent, Noël, d'où vient cet argent qui fait rêver aujourd'hui plus d'un sur le continent? Oui, je pense que Bané l'a dit, cet argent vient pratiquement des sponsors. Et je crois que cet argent, je salue même l'arrivée du Patrice Motsepe à la tête de cette confédération-là, parce que c'était un homme d'affaires averti, qui sait comment chercher l'argent. Il sait comment chercher l'argent. La bonne raison, il a créé un club, le Mamelodi Sundowns, qui fait rêver tout le monde. Et donc, vraiment, je salue son arrivée. Parce que je dis que cet argent, logiquement, devait arriver un peu plus tôt. Parce que, imaginez-vous que le spectacle dans ce football est produit par les footballeurs africains. C'est un très, très grand spectacle. Mais quand vous regardez tous ces spectacles, tous ces footballeurs africains qui produisent ce spectacle-là, quand ils ont fini, ça va en Europe. Là, vous avez parlé tout à l'heure de pratiquement 600 millions pour chaque fédération. Mais quand vous prenez 600 millions par 54 fédérations, vous êtes autour de 32 milliards. C'est ce que des sponsors, qu'en Europe, l'ont utilisé pour payer un seul joueur. C'est les plus petits contrats d'ailleurs. Donc, je crois que cet argent provient des sponsors qui savent qu'effectivement, là, il y a des spectacles qui se produisent. C'était un très grand projet. C'était pratiquement une bonne vision de ce président de la Confédération. Il faut injecter de l'argent dans le football. Maintenant, reste qu'effectivement, en mettant cet argent dans le football, derrière, il va avoir des conditions. Je pense qu'il va avoir des conditions pour participer à cette Super League. Alors, maintenant, on va se poser la question, est-ce que nous-mêmes en Côte d'Ivoire, on va pouvoir remplir le cahier des charges? On va en parler. On va en parler. Pour arriver à ce niveau-là, on attend pouvoir. Oui, Noël, on va en parler. On va pas à pas. Il y a que les sponsors vont mettre de l'argent. Mon très cher Bané a touché du doigt ce problème. L'argent viendra sur la table de la Confédération, mais comment trouver son utilisation? Quelle solution, quelle possibilité pour vraiment redistribuer sur tous les acteurs? Parce que si demain un président de fédération nationale vient à tout bloquer alors qu'il devrait pouvoir s'occuper du développement de ce football-là, tant du côté du football féminin que des autres, il a 600 millions par an, et sans compter la part qui reviendrait au football féminin au plan local. Alors, comment doit-on veiller sur l'utilisation de cet argent-là au profit des acteurs? Je pense que là, ce ne serait pas mettre en veilleuse la bonne foi des fédérations, mais il y a un système de bancarisation qu'il faut déjà mettre en place. Cela veut dire quoi? Tous les joueurs qui sont dans les différents pays, dans les 2 premières années de cette compétition, je pense que la CAF doit mettre en place un système bancaire où les joueurs, les noms sont reçus au niveau de la CAF et directement ils sont payés par la fêtière avec cet argent, au moins 1 ou 2 ans. Et à la suite de cela, on pourra faire la passe, bien la retropasse aux fédérations pour s'occuper de gérer cette manne financière. Parce que, comme tu l'as si bien dit, si on y prend garde, cet argent qui va tomber dans les mains de certaines personnalités qui dirigent les fédérations, c'est sûr et certain que cet argent va prendre d'autres destinations incroyables et on sera obligé certainement d'envoyer certains directement vers les prisons. Donc la CAF se doit d'instaurer une forme de gestion d'abord à son niveau, répartir les fonds aux joueurs quant à savoir leurs émoluments qu'on leur donne par mois et ensuite progressivement céder la place à ces différentes fédérations. Ça c'est bien dit. Auria, bonsoir. Bonsoir H. Noël Yapo, selon vous, quelle devrait être la grille de répartition d'un tel fonds? Oui, je crois que la répartition pour moi, là on parle de 600 millions au fédération. Non, je parle de 600 millions, pour le moment, 600 millions. Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. On ne donnera pas de l'argent comme ça sans un mécanisme de contrôle.
Et je dis que cet argent sera accompagné d'un cahier de charges que les fédérations doivent pouvoir répercuter aux différents clubs. Vous voyez, j'ai regardé, par exemple, une annonce où il y a, par exemple, je crois qu'il y a le Wydad qui est en conflit avec un joueur. Le TAS a permis que ce joueur ait ses droits. Le Wydad n'a pas encore payé, mais le Wydad, s'il ne paye pas, il ne peut pas participer à cette Super League. C'est des mécanismes qui vont être mis en place pour que, effectivement, cet argent-là puisse profiter au développement du football. Et le développement du football va passer par le cahier des charges qui va accompagner tout cet argent qui va être reversé aux fédérations. Ouais. Donc, le président de la fédération qui va décider cet argent va avoir sur son dos tous les clubs parce que le cahier des charges n'étant pas respecté, forcément, le club ne peut pas participer à la Super League. Et donc, ces clubs vont se retourner contre ce président de la fédération. Et comme c'est les clubs qui sont les membres actifs, logiquement, ils vont le démettre. Et depuis la FIFA jusqu'à la CAF, on ne donne pas de l'argent sans savoir exactement où l'argent ça va. L'argent ça va avec des grilles qui accompagnent. L'argent doit pouvoir servir dans les différentes rubriques pour lesquelles c'est destiné. Et je crois que même les 600 millions de la CAF qu'on avance, c'est clair que c'est pour le développement du football. Ça ne va pas être certainement 600 millions de francs donnés en espèces aux fédérations, mais ça va être certainement pour moi, ça c'est de mon point de vue, un investissement dans des projets et tout ceci. Et il faut que l'on présente des choses sérieuses pour que cet argent soit investi. Pour l'instant, je me dis que je n'ai pas d'inquiétude. Il nous appartient, moi, mon inquiétude, c'est que le football est en train de se professionnaliser. Il nous appartient dès maintenant de regarder ce qui est en train de venir pour commencer, nous, au niveau national, à nous aligner et à nous préparer pour pouvoir rentrer dans le carnaval de ce qui arrive. Auria, à commencer par vous, sur ce chapitre-là, Africa Super League ne vient-elle pas éclabousser la Ligue des champions traditionnelle et détériorer un peu l'image de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN? Je suis un peu surpris même que cette initiative entamée par le président Infantino ait eu une résonance jusqu'à trouver écho et se réaliser sur le continent africain, quand on voit à quel point ceux-là même qui ont inventé le football, qui l'ont vulgarisé, se sont opposés à ce genre de compétition. J'ai été vraiment surpris. Vous voyez, il y a eu la polémique d'il y a quelques jours lancée par le président de Naples, De Laurentiis, où il avait fustigé tout simplement le fait que les clubs européens payaient des joueurs africains qui venaient jouer la CAN. Il n'a pas parlé de l'Amérique du Sud, des autres continents, il a parlé de l'Afrique. Mais quand il le dit, c'est parce que eux, au niveau de l'Europe, ils voient un tout petit peu ce qui se passe sur le continent africain. Nous sommes devenus le foyer d'expérimentation de tout ce que le monde rejette, déjà même du point de vue, je dirais, moral. Bon, cette compétition, vous voyez, déjà, elle était annoncée. Ensuite, j'ai l'impression qu'au niveau de la CAF, ils ont peur même de donner le nom des clubs qui vont y prendre part. Moi, j'ai la liste. Vous serez surpris tout à l'heure. Voilà. Donc, puisque, comme je l'ai dit, vous voyez, même pour le lancement, ils n'ont même pas énoncé le nom des clubs. Voilà. Donc, ces clubs-là vont d'ores et déjà, pendant un certain nombre d'années, devenir encore plus puissants. Et ça va créer encore... fédérations nationales. Voilà. Et ça va créer encore une fissure terrible entre eux et les autres clubs qui ne participeront pas à cette Super League. Puisque vous imaginez, chaque année, à l'entame de cette compétition, ils auront, je crois, plus de 200 millions de francs CFA parce qu'ils sont qualifiés d'office. Vous imaginez ce que ça donne déjà à ces clubs-là. Mais et les autres clubs du championnat, que vont-ils devenir? Est-ce qu'ils auront la possibilité de lutter à armes égales pour être champions? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte concernant cette compétition. Mais bon, moi je le dis souvent ici à votre micro, je ne peux pas être plus réaliste que le roi. Si les clubs sur le continent africain n'ont pas haussé le ton, si les fédérations n'ont pas haussé le ton quant à la création de cette compétition, ben je pense que la Champions League mourra d'elle-même, vu que c'est une compétition créée par la Confédération africaine de football. Quand vous prenez l'histoire de l'Europe, pourquoi la Super Ligue européenne, pourquoi certains grands clubs européens peuvent se permettre de bomber la poitrine? Parce que là-bas, la Ligue des Champions a été à l'initiative de certains grands clubs européens. Ici en Afrique, la CAF, elle était, je dirais, au-dessus de toutes les compétitions. Elle fait ce qu'elle veut et personne ne peut parler. Il n'y a pas de démocratie en réalité au niveau de la Confédération. Vous vous plaignez d'un fait qui est normal, vous faites broyer. Donc, s'ils ont décidé de mettre un terme à la Ligue des Champions, c'est ce qui est. La Ligue des Champions va être reléguée à un second niveau. On ne peut pas avoir de Super League et de Ligue des Champions. Et voilà. La Coupe de la Confédération même risque de disparaître. Voilà, donc... Pourquoi ne pas revenir, qu'on appelle Noël, à
à nos fondamentaux d'hier, jouer une Coupe d'Afrique des clubs champions avec Atakpamé et bien d'autres, et annuler la Ligue des champions, puisqu'il y a une Super Ligue maintenant. Dans cette, comme il le dit tout à l'heure, Auria, dans ce développement, que deviendront par exemple l'appellation ancienne, la Ligue des champions, et notre CAN face à cette machine qui va certainement broyer les tout petits? Oui, je crois que le football aujourd'hui est devenu un très gros business, c'est une industrie. Et donc c'est là où il y a de l'argent qui se met, que l'on y va. Je suis d'accord avec Auria, c'est vrai, on a regardé la Coupe d'Afrique des clubs champions et tout ceci, mais aujourd'hui, si l'on annonce l'arrivée de la Super League avec ce genre de montant, ça veut dire que derrière, il y a des structures, il y a, comme Badé l'a dit, il y a des sponsors qui sont intéressés par ce que ça va être. D'après ce que nous savons, c'est que la Super League, ça va être une affaire de 24 équipes, de 24 équipes réparties en 3 poules. Il y a la poule de l'Afrique du Nord, la poule de l'Afrique de l'Ouest et centrale, et la poule de l'Afrique de l'Est et australe. Donc, vous voyez que même les clubs eux-mêmes, quand on regarde aujourd'hui les montants qui sont au bout de cette Super League-là, il est difficile de pouvoir les maintenir dans la situation d'avant. Donc, le développement du football aujourd'hui, il va vers la production de l'argent. Et donc, si on réussit aujourd'hui à mettre cette Super League en place et qu'elle génère beaucoup plus d'argent au regard de ce que je vois là, franchement, les autres compétitions risquent de mourir. Maintenant, comme moi je le dis, moi je ramène toujours le débat au niveau national. C'est à nous de voir ce qui arrive et de pouvoir se préparer. Parce que autant il va y avoir beaucoup de milliards, certainement que le cahier de charges derrière tout ceci va être exigeant pour que tous les clubs qui veulent y participer participent. Ouais. Regardez déjà, on vous dit, il y a une poule pour l'Afrique du Nord. Mais l'Afrique du Nord, c'est sûr que cette poule-là, ça va remplir toutes les conditions. Mais après le reste, quelles vont être les conditions? On commence par déjà avoir quelques idées dessus. Est-ce qu'on va pouvoir les remplir pour bénéficier de cette manne d'argent? C'est ça qui, moi, est mon inquiétude. Ok. Bané, pour peut-être un complément dans ce que la Africa Super League devrait ébranler sérieusement les anciennes compétitions, que deviendront par exemple la Ligue des champions africains des clubs, même la CAN serait en difficulté face à cette grosse compétition qui supporterait des milliards et des milliards de francs. Effectivement, je pense que cette Super Ligue africaine des champions va venir chambouler l'échiquier de tous les championnats au niveau africain. D'abord, la Ligue africaine des champions n'aura plus sa raison d'être, puisqu'il y a une Super Ligue qui se joue. Ensuite, vous avez la Coupe de la Confédération, où les seconds couteaux... J'ai même oublié cette compétition. Où il y a les seconds couteaux des différents championnats se retrouvent, et là, ils seront totalement forclos. Ensuite, je me pose la question, quel sera l'intérêt de nos championnats nationaux? Est-ce qu'il faut jouer pour être champion et participer à cette ligue, à cette Super League? C'est certainement, il y aura d'autres critères qui vont advenir et qui pourront permettre de désigner, de coopter des équipes qui vont participer à cette Ligue des champions. Maintenant, ce que j'ai voulu dire, Auria a soulevé quelque chose de grave. Il faut savoir qu'ici, on est en train d'expérimenter. Certains clubs, grands clubs européens, ont tenté d'organiser la Super League des clubs en Europe et on les a broyés. On les a tenus au silence carrément. Le même Infantino qui au départ était avec eux les a lâchés en cours de route. Donc et maintenant, on vient... Il a trouvé le terrain d'expérimentation. En Afrique. Bon, nous, on va prendre. Hein. Bon, nous, on va prendre. Maintenant, je vais vous dire... Mais en prenant, il faut dire que ça va réduire drastiquement la notoriété de nos différents championnats. Ça, c'est sûr. C'est quand même aux fédérations nationales de s'organiser pour donner de la valeur à leur championnat. Nous allons voir peut-être les critères de choix et cela nous permettra La Confédération a donc publié une liste de top, on appelle ça le top 20. Et le top 20, ils vont ajouter 4 autres pour faire les 24 qui devront participer à Africa Super League. En Égypte, par exemple, il y a 3 clubs qui sont maintenus. Ahali d'Égypte, Zamalek d'Égypte, Pyramide d'Égypte. Voilà donc les 3 qui sont appelés dans le top 20. En Tunisie, 3 clubs. Club africain de Tunis, Étoile du Sahel, Club sportif spatien. Au Maroc, c'est le gros lot, 4 clubs. Wydad de Casablanca, Raja de Casablanca, Renaissance Berkane, Hassania Agadir. Et puis en Afrique du Sud, 2 clubs.
Mamelodi Sundowns, Kaiser Chiefs. Au niveau de l'Algérie, 2 clubs, JS Kabylie, Mouloudia d'Alger. RD Congo, 2 clubs, TP Mazembe, Vita Club. Au Soudan, 1 club. Guinée Conakry, 1 club également avec le Orea. Le Nigeria, 1 club, Yemba. Et puis la Tanzanie a 1 club. La sous-région, comme vous le voyez, est carrément décimée. Seule la Guinée et le Nigeria représentent notre sous-région, l'UFOA. Grosse désillusion, en témoigne l'absence du Ghana, par exemple, qui ne présente aucun club, et surtout de la Côte d'Ivoire. Cela veut dire, Noël Yapo, que nous, concernant, par exemple, n'avions pas eu le club qui pourrait peut-être nous représenter, qui respecte un peu les critères. Où est donc passé notre ASEC Mimosa, le modèle dit achevé en Côte d'Ivoire? Bah oui, on l'avait déjà dit depuis longtemps, on a dit que l'ASEC Mimosa aurait pu figurer dans cette liste-là, mais l'ASEC Mimosa, comme on l'a dit depuis longtemps, c'est le bol qui a mis les aveugles. Mais là, aujourd'hui, on est en train de choisir pratiquement tous ceux qui voient clair. Quand vous regardez la liste que tu viens de donner, il y a pratiquement 12 clubs en Afrique du Nord. Ouais. Maroc, Égypte, Algérie et Tunisie. Et vous regardez là, il y a 12 clubs sur les 24 en Afrique du Nord. Ça veut dire quoi? Que derrière cette Super Ligue-là, il y a un cahier de charges que la Confédération africaine a. Et donc, quand on regarde ce cahier de charges, la Confédération africaine se rend compte que c'est les clubs qui peuvent remplir ce cahier de charges-là qu'elle a cité là. C'est même pas la faute de la Confédération, c'est peut-être les sponsors qui sont derrière pour financer cette compétition-là qui exige le fait de ce cahier de charges-là. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, notre ASEC Mimosa, il n'y est pas, mais j'ai mal au cœur parce que si l'ASEC Mimosa n'y est pas, ça veut dire que là même, ceux qui ne sont même pas l'ASEC Mimosa, là, ils auront peut-être 5, 6 ans, peut-être 10 ans même pour pointer du nez. C'est ça qui, pour moi, est un peu dommage. Dans un football qui, depuis 20 ans, est dans un football professionnel, bon, ça, franchement, là, on est en train d'avoir tous le résultat du travail qui a été abattu. Parce qu'aujourd'hui, il faut monter en grade et les grandes choses arrivent et malheureusement, on risque d'être absent. Et cela peut-être pour longtemps. On peut compter sur la tête Mimosa pour se remettre à niveau, mais et les autres. Grosse désillusion, n'est-ce pas, Oria? Je suis surpris, mon cher Raj. Vous voyez, même j'étais sur mon téléphone parce que l'annonce est tellement forte que je me disais, mais ce n'est pas possible. Voilà, comment est-ce que la Côte d'Ivoire a pu être oubliée dans cette liste? On verra comment les 4 points de choisir sera. Voilà, je pense. Il faut prier. Sinon, le top 20, on y est voilà, pas. je pense que quand même la SEC sera repêchée parce que, vous savez, quand on organise ce genre de compétition, on regarde plusieurs facteurs. Hein. On regarde les pays qui sont considérés aussi comme les locomotives du football dans certaines zones du continent et au-delà également la population et puis le dynamisme même économique des pays. Donc exclure un pays que dans le repêchage, voilà, exclure un pays comme la Côte d'Ivoire de cette compétition, je pense que la CAF n'irait pas jusqu'à ce point. Moi je suis quasi certain que la SEC sera le représentant ivoirien dans cette compétition. Maintenant sur le point sur lequel j'aimerais venir surtout, c'est qu'il y ait de l'équité au niveau de la distribution des mannes financières aux clubs qui vont prendre part à cette compétition. On ne peut pas se permettre dans une telle activité créer une compétition qui va profiter uniquement aux clubs, hein, parce que ces clubs vont évoluer dans un circuit fermé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité pour d'autres d'intégrer dans un premier temps cette Super League. Donc il faudrait que les initiateurs de cette compétition puissent compenser l'impossibilité des autres clubs qui vont grandir en temps. C'est pour ça que les fédérations nationales ne sont pas oubliées. Oui, mais moi je parle surtout de veiller à ce que cette manne financière soit véritablement bien répartie entre ces clubs-là qui vont véritablement grandir. Ouais, sinon, je vous le dis, mon cher H, le fossé sera énorme. Le fossé, à un moment, sera très énorme entre ces clubs qui vont participer à cette Super League-là et les autres. Et ce manque d'équité-là peut créer encore d'autres frustrations. Bané. Oui, je dirais simplement que le fait que la SEC ne soit pas présente dans cette... pour le moment. Pour le moment, dans cette liste... Dans le top 20, il n'y est pas. Nous afflige, il faut le dire, parce que c'est notre club phare. Mais il y a certains critères qui ont été énoncés que la SEC ne respecte pas. On va parler des critères tout à l'heure. Si la SEC n'est pas dans ce top 20, on ne parlera même pas du Séokorogo. Voilà, du Séokorogo. Et puis bon, la SEC a certains sièges, mais la SEC n'a pas d'équipe féminine. De voilà, la SEC n'a pas d'équipe féminine. La SEC n'a pas d'équipe réserve.
La SEC n'a pas de stade d'entraînement. Vous citez là les critères. Voilà, la SEC n'a que de terrain d'entraînement. La FES n'a pas de stade. Et là, ce sont des critères qui viennent. Parce qu'il faut faire la différence entre un stade d'entraînement et un terrain d'entraînement. Le stade, il y a des tribunes, il y a des vestiaires, il y a les commodités pour même recevoir des matchs. Qui peut accueillir des compétitions. Effectivement. Donc c'est ce qu'on demande. Voilà, c'est ce qu'on demande au club. La SEC n'a pas ça. La SEC n'a pas d'équipe réserve. La SEC n'a pas d'équipe féminine. Et comme la compétition va avoir lieu en 2023, prions Dieu que Djorogo Bité, qui sera construit du côté de par la SEC, puisse rapidement abriter un stade. Et la SEC puisse créer une équipe. C'est Borobata. C'est du côté de Djorogo Bité, non bien? Bon. C'est bien ça, je pense. Et donc, je pense que d'ici 2023, la SEC a les moyens de créer une équipe féminine et d'avoir au moins une équipe réserve. Et donc, et le choix de la CAF, parmi les 4 équipes à coopter, certainement que, comme l'a dit Oria, avec la croissance économique de la Côte d'Ivoire, on fera appel à une équipe. La seule équipe à laquelle on fera appel, ce sera la SEC d'Abidjan, même si elle ne respecte pas les conditions qui ont été précitées. Et comme il a dit Oria tout à l'heure, c'est que bon, la Côte d'Ivoire étant un pays qui adore le football, avec la SEC dans ce top-là des super clubs d'Afrique, on aurait du monde pour l'accompagner, surtout qu'on aura des stades en 2023 après pour ce genre de compétition. Noël Bané a ouvert la porte pour vous. Quelques critères pour être super club en Afrique, c'est disposer du minimum, à savoir un stade d'entraînement, une équipe féminine, une équipe de réserve, une équipe junior, une équipe cadette. Quand on regarde dans la grisaille, on est loin du choix. Bah oui, on est loin du choix. Et ça, je veux dire qu'on n'aura que nos yeux pour pleurer. Depuis longtemps, on ne fait que parler de la construction de ce football-là. Je dis, c'est vrai, s'il a fait qu'un répéché, les autres seront peut-être à des années-lumière d'être répétés. Mais chacun doit pouvoir regarder ce qui arrive. C'est une manne financière extrêmement importante. Et donc, c'est vrai, on est en train de parler de la SEC, mais logiquement, pour ce football ivoirien qui est arrivé à ce sommet-là, qui est arrivé à tel niveau, qui a produit tous ces gros stars-là, on ne devrait pas être en train de lutter pour un repêchage de la SEC. Ça devrait être plusieurs équipes, 2 ou 3 équipes, qui doivent pouvoir arriver à ce niveau-là. Mais c'est dommage. Et je crois que c'est une situation qui va ouvrir les yeux à la Fédération ivoirienne de football, au président du club, pour savoir qu'il faut construire son club, il faut bâtir le club. Mais je crois que cette situation également va permettre à tous ces clubs d'appeler des investisseurs, parce qu'aujourd'hui, au bout de 7 milliards, des investisseurs pour venir investir dans les clubs, pour pouvoir répondre à cela, parce que, quoi qu'on dise, le football est devenu une industrie. Une industrie, c'est pour produire de l'argent. Et donc, c'est dommage. La FEC, les critères n'y sont pas, mais je veux dire que quand on met 6-7 milliards dans une cagnotte, on n'est pas au stade de dire on va réfléchir, on va faire. Non, hein. Si vous respectez les critères, vous serez dedans. Vous ne respectez pas les critères, vous ne serez pas dedans. Vous n'aurez qu'à prendre du temps pour aller vous mettre en règle vis-à-vis de ces critères. Quand on voit le repêchage qui pointe du nez, mon très cher Oria, on devrait aller chercher un club, par exemple, au Ghana, par exemple, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo. Le Togo, peut-être pas. Mais je parle des nations qui, non seulement ont toujours répondu à l'appel de la CAF, lorsqu'on parle de la CAN, parce que les absences ici, c'est le Ghana, qui n'a rien présenté. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal. C'était le Cameroun aussi. Le Cameroun, merci. Le Cameroun. Alors, dans le repêchage, il faudrait aller piocher dans ces pays-là. Quelles sont nos chances selon vous? Non, moi je pense qu'on a de grandes chances. Quand je regarde. Par rapport au Sénégal, par rapport au Ghana, par rapport au Cameroun. Moi je parle. Non, il y a 4 clubs, donc 4 pays normalement qui vont être sélectionnés. Tu peux les citer pour nous? Peux-tu les citer pour nous? Je peux en citer déjà 2. Je pense que la Côte d'Ivoire et le Cameroun vont avoir un représentant. Ça fait 2. Maintenant, le Ghana, je pense qu'ils ont un représentant. Maintenant, la dernière place, ça va se jouer à l'influence. Parce que vous savez, le premier vice-président de la Confédération africaine de football, il est sénégalais.
M. Senghor. Et on sait aujourd'hui tout le lobbying qui est fait par les n'oublie pas aussi Sénégalais que Fatma avec Fatma Samoura, Samoura. voilà, On connaît tout le c'est lobbying plus qui est fait ça. par les Sénégalais. Donc, il se pourrait que ces 4 clubs qui restent... On a le conseil spécial du président qui est ivoirien. Voilà, et il ne faudrait pas oublier que Jacques Anouma les 4 places qui restent, un peu, qui restent 3 risques de revenir à l'Afrique de l'Ouest. Et la dernière place va échoir sûrement à l'Afrique centrale avec le Cameroun. Parce que quand je regarde, à part, ici ils ont déjà fait le choix des représentants de l'Afrique australe, Tanzanie et autres, ils savent très bien que les 4 choix qui restent, ça va être entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Qu'on le veuille ou non, ce sont les zones qui pourvoient le plus en athlètes de talent l'ensemble du continent. Donc, il est plus qu'évident que ce choix-là sera fait ici. Mais je pense que pour ce choix, il faut faire le distinguo entre la notoriété des équipes nationales de ces pays et puis les clubs qui participent au championnat. Non, en fait, ça compte pourquoi? Puisque ce sont ces joueurs-là, ce sont ces joueurs qui font la notoriété des équipes nationales qui commencent la plupart du temps dans les clubs locaux. Ils commencent, mais ça va terminer en Europe. Même oublie que tout à l'heure, vous m'avez fait sauter quand vous avez sorti le nom du Cameroun. Oui, c'est ça. Pensez-vous que pour une Africa Super League, il n'y ait pas un représentant camerounais? Qui est quand même le pays africain qui a joué le plus de Coupes du Monde. Il n'y a pas de représentant du Sénégal? Je n'en disconviens pas. Mais ces dernières années, le Tonnerre de Yaoundé, ou bien le Coton Sport de Garoua, ils sont présents, mais ils n'arrivent plus à titiller. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Comme du temps de Roger Mila. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais quand on parle de Eyimba déjà dans cette liste, ça fait combien d'années qu'Eyimba on ne les voit plus sur la scène internationale? Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. Vérité des Sports. Nos portables ne font que crépiter. La probabilité. On a certainement sorti Noël, les calculatrices. Le repêchage ne fait que commencer. Comme Auria le dit, obligatoirement on prendra en Côte d'Ivoire. Non, c'est naturellement la SEC. Il y a de gros calibres qui a... Oui, si on prend en Côte d'Ivoire, c'est Sokoro qui va représenter la Côte d'Ivoire. Ou bien c'est l'Africa ou la JCAT. On peut toujours zapper aussi sur la Côte d'Ivoire parce qu'on ne remplit pas certains critères. Oui, qu'on nous zappe, si on ne prend pas en Côte d'Ivoire, on ne prendra pas. Mais si on doit prendre en Côte d'Ivoire, c'est connu, c'est la SEC. C'est la SEC, effectivement. Voilà. Donc on va croiser les doigts. Il y a des gros pays qui sont dans l'attente du repêchage. On parlait du Cameroun, du Ghana, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Congo-Brazzaville, de la Zambie. Tout ce groupe-là doit bénéficier du repêchage. Chez nous, est-ce qu'on a des chances, des réelles, d'aller à la comparaison avec, par exemple, le Cameroun, le Sénégal, le Ghana juste à côté? Oui, je crois que oui, on a des chances parce que ça reste un repêchage. Il y a les arguments qui vont se jouer, certainement, comme Auria l'a dit, à d'autres niveaux. Mais je dis, moi, ça me permet de dire que depuis longtemps, vous voyez, on a parlé de mettre la mise en place d'un cahier des charges qu'on doit pouvoir impacter au club. Et il faut qu'on l'applique effectivement. Si on avait commencé à le faire aujourd'hui, même si on n'y est pas, on avait commencé par se rapprocher. Ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, on est dans un championnat, on est dans un football avec beaucoup de clubs professionnels. On est en train de parler de repêchage d'un seul club. Mais il reste 4 places à repêcher pour tout un continent. Regardez, même en Afrique du Sud, ils ont plus peut-être 2 ou 3 clubs. 2 clubs. Quel type plus costaud que la SEC. Mais ça va être une très grosse lutte. On va avoir d'autres arguments, mais ça doit pouvoir servir de leçon pour que nous nous rapprochons de ce que le football mondial va devenir demain. Et si Bakary et son équipe étaient tirés? Bon, ce sera difficile que Bakary et son équipe puissent être tirés parce qu'ils ne respectent pas les critères. Et puis le dernier championnat, l'équipe a fait près de 17 défaites sur 26 matchs joués. Ils n'ont même pas de terrain de sport. Ils sont obligés on ne parlera pas de tirage. Non, je pense que si on doit prendre en Côte d'Ivoire une équipe, ça il ne faut pas se voiler la face, ce sera la SEC. Et surtout, on va se baser, ça on ne le dit pas, sur la notoriété d'un joueur comme Didier Drogba. On comprendra pourquoi le pays de Didier Drogba n'a pas d'équipe dans la Super League. Et ça, il faut compter avec. On comprend difficilement aussi pourquoi le Cameroun de Do n'est pas dans la Super League. Effectivement, je crois que ce sont 2 joueurs dont les noms vont peser lourd dans la balance pour prendre une équipe de leur pays. Ça, c'est sûr et certain. Je rappelle que pour ceux qui ont fait le tour du côté de l'Égypte, de la Tunisie, de l'Algérie, même du Maroc, tous ces clubs cités-là n'ont pas usurpé leur place parce que pas du tout. Quand vous voyez Al Ahly, c'est le centre
de l'Al-Ahly, c'est pratiquement tout le plateau. Vous savez, le volleyball, le handball, la natation, le cyclisme, la boxe, le football. Ce sont des clubs, pas des équipes. Ah non, ça, ce sont des clubs. Oui, c'est ça. Dans tout ça, Auria, on le fait, même si on parle de gros sous, mais quelle serait, pour terminer, Auria, la part allouée, par exemple, aux médias africains? Ah, ça c'est la grosse question. Déjà qu'on voit que autour de cette compétition, les gros médias internationaux ont commencé à communiquer en masse. Bon, on a, sans publicité aucune, le média qui est le leader en termes de distribution de télé en Côte d'Ivoire, qui s'est déjà positionné sur cet événement. Mais je pense que c'est un marché qui a été créé et les médias africains vont devoir se battre pour avoir leur place dans ce marché. Moi, je ne pense pas que dans la répartition des fonds, déjà que c'est un produit qui va se vendre, la CAF fait penser à cadoter les médias africains. Déjà dans les premières années, sûrement que les partenariats qui sont faits, comme c'est le cas avec la Coupe d'Afrique des Nations, va permettre à nos médias de pouvoir diffuser au moins ces différentes compétitions, mais après, cela va se passer aux enchères, comme il est de coutume pour tous ces grands événements. Donc je ne pense pas qu'il y ait un aménagement financier particulier pour les médias africains. Ok, on va s'arrêter là, messieurs. On se retrouvera demain pour d'autres plateaux, d'autres débats en plateau. Pour le moment, on croise les doigts, on n'est pas dans le top 20. Preuve que notre pays n'est pas aussi grand pays de football. Ça, c'est la vérité. On s'arrête là donc. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci et que Dieu fasse en sorte qu'on soit demain dans la Africa Super League, la compétition qui pèse des milliards.